Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Le président Martin Fayoulou est juste à côté. Dès qu'il sera prêt, camarades, dès que le président sera prêt pour entrer, je vais vous demander de vous mettre debout pour l'accueillir. Mettons-nous debout pour accueillir le président légitime Martin Fayoulou et sa délégation. Le président de la République, le président légitime, c'est Martin Fayoulou. Je me suis dit, en venant ici dans cette conférence, ça sera quoi la spécialité des étudiants qui sont à Kinshasa? Jusque-là, je n'en vois pas. Espérons que dans les questions, on le verra. Cette rencontre universitaire d'aujourd'hui a comme thème la crise de légitimité en RDC, cause et effet. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Le 30 décembre 2018, s'est opéré un hold-up électoral où le peuple s'est senti floué. Le choix du peuple n'est pas sorti lorsqu'on a publié les résultats. Cette situation peut avoir des conséquences fâcheuses et sur l'avenir du pays et sur l'avenir des Congolais.
C'est ainsi que c'est le tout premier sujet que le président légitime développera, mais il y aura d'autres sujets liés à l'économie et au social, parce que le problème de notre pays ne sont pas que politiques, mais le problème de la crise des légitimités, c'est un problème principal et ça peut effectivement causer les autres problèmes. C'est ainsi qu'on a commencé par ces sujets éminemment politiques qui touchent à la souveraineté du peuple, qui touchent à l'essence même de la démocratie. Je ne voudrais pas effectivement épuiser tout le temps nécessaire parce que cette rencontre universitaire, c'est une rencontre entre le président légitime Martin Fayulu et les étudiants et l'élite intellectuelle. Je m'en vais très rapidement demander au président légitime de développer le thème du jour. Je vous remercie. Où est-ce que je vais mettre? Chers camarades étudiants, bonjour. Oui, chers camarades, s'il vous plaît, avant toute chose, chers camarades, je disais ceci. Avant toute chose, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux répondre à notre invitation pour cet échange à la fois scientifique et citoyen sur un sujet de grande importance pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite indiquer, comme vous le savez, que cette conférence entre dans le cadre des rencontres universitaires que j'ai commencé à Kisangani lors de ma dernière tournée de remerciements effectuée du 13 au 16 mai dernier. J'annonce que je vais poursuivre ces rencontres pour que je puisse échanger avec le plus grand nombre possible d'étudiants en République démocratique du Congo, dans une démarche de conscientisation sur les grands enjeux auxquels fait face notre pays, afin d'armer la jeunesse avec les repères de compréhension de ces problèmes et mieux y faire face. Chers camarades étudiants, j'aimerais aussi vous dire que vous avez les bonjours de mes camarades leaders de l'Amouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Et ensemble, nous allons continuer ces combats. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Chapoué, Freddy Matungulu, alors vous avez notre Dame de Fer qui est ici. Notre Dame de Fer, l'honorable Ève Bazaïba. Vous
vous l'avez cité, Adolphe Muzito. Chers camarades, les sciences politiques classiques distinguent 3 types de légitimité, à savoir 1. La légitimité traditionnelle, 2. La légitimité institutionnelle et 3. La légitimité charismatique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes. La légitimité institutionnelle, c'est celle qui résulte des élections crédibles, transparentes et apaisées. On la trouve dans les républiques. Et la légitimité charismatique, qui semble de plus en plus révolue, on la trouve dans les dictatures. Aujourd'hui, l'exigence de la démocratisation des régimes comme préalable à toute coopération entre États. Rappelez-vous de la conférence de Bâle en France. Entre États et institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, a poussé malignement les dictateurs à transformer leur prétendue légitime charismatique en légitimité traditionnelle, sans transformer la République en empire ou en royaume. Les cas sont légion et chacun de vous peut remplir son tableau en mentionnant les noms des pays et certainement que notre pays y figurera. Cette exigence de la communauté internationale, si elle a eu comme conséquence en Afrique les reculs des coups d'État, elle a cependant poussé les pouvoirs illégitimes à organiser des parodies d'élections où la tricherie et la fraude caractérisent la proclamation des résultats. Cette fraude est organisée par ceux qui détiennent les leviers des pouvoirs et est validée par les instances judiciaires habilitées qui sont complètement à leur solde. C'est cela même la problématique de la vérité des urnes. Toutefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait d'énormes progrès dans le sens du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties occidentales. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. Dans une démocratie, un responsable politique tire sa légitimité de l'élection. En d'autres termes, l'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné, selon les procédures définies par les cadres légaux du pays. Pour la République démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes. Je cite: « Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes,
dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Fin de citation. Il est donc important que l'élite congolaise puisse mener des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi, depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car, en réalité, les Congolais ne font que subir de Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila. Tous ont été imposés par les forces extérieures. La crise actuelle est très exceptionnelle. On sait qu'elle relève de la volonté d'un individu qui s'est résolu de porter un masque tout en continuant à diriger le pays par défi contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018, afin de les mettre hors d'état de nuire. Camarades étudiants, quel est l'état de la crise de légitimité dans l'histoire politique de la RDC? Parlons d'abord de 1960 à 1965. Prenons du 30 juin 1960 au 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Victorieux des législatives avec son regroupement politique, le mouvement national congolais et allié, Patrice Emery Lumumba avait la majorité quasi absolue à la Chambre des représentants, ce qui lui avait même permis de faire élire Joseph Kasavubu, président du parti Abako, Alliance des Bakongo, comme président de la République. Devenu Premier ministre, Patrice Emery Lumumba devrait affronter les instabilités nées de la mutinerie des militaires le 5 juillet 1960 avec la fameuse phrase du général Janssens, je cite, « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Fin de citation. La sécession katangaise, le 11 juillet 1960, et celle du Sud Kasaï, le 3 août 1960. Face à ces situations confuses et sous la manipulation des forces étrangères, le président Kasavubu révoqua le Premier ministre Lumumba le 5 septembre 1960, et ce, en violation de l'esprit et la lettre de l'article 22 de la loi fondamentale. Kasavubu nomma Joseph Ileyo comme Premier ministre sans être investi par la Chambre des représentants. La crise qui en résulta fut la Libye pour le chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu de neutraliser le Premier ministre Lumumba le 15 septembre 1960.
Qu'est-ce qui s'est passé du 15 septembre 1960 au 24 novembre 1965? La crise politique née du coup d'État du 15 septembre 1960 a généré une situation complexe où, d'une part, les collèges des commissaires généraux nommés après les coups d'État et, d'autre part, les transferts des institutions légitimes à Stanleyville sous la conduite d'Antoine Gizenga, Premier ministre assumant l'intérim pendant que Lumumba était en résidence surveillée. Une sorte de bipolarisation du gouvernement. Pour régler cette crise, après l'assassinat de Lumumba le 17 janvier 1961, les conclaves de Lovanium, sous l'égide des Nations Unies, donnant naissance par voie de compromis entre Léopoldville et Stanleyville au gouvernement Adoula. Situation illogique car Adoula n'était pas de la majorité parlementaire. S'ensuivra alors, à partir de 1963, une crise entre le Premier ministre Adoula et les chambres pro-Lumumba, ce qui avait poussé Adoula à dissoudre les chambres et à organiser l'arrestation des députés lumumbistes, situation qui provoqua l'exil de certains d'entre eux à Brazzaville, où ils créèrent le Comité national de libération et déclenchèrent les rébellions. Dans l'incapacité de maîtriser l'avancée des rébellions, le duo Kasavubu-Mobutu, en violation des accords du conclave de Lovanium, révoqua Adoula et fit appel à Moïse Tshombe, exilé en Espagne pour pacifier le pays. Dorénavant populaire, après avoir réussi la pacification totale du pays, crédité par les sondages vainqueurs de l'élection présidentielle de 1965, Tshombe verra ses rêves brisés par le coup d'État du haut commandement militaire du 24 novembre 1965. Nous sommes en 1965. Qu'est-ce qui se passe de 1965 à 1990? D'abord, du 24 novembre 1965 au 15 février 1982, la dictature instaurée par le coup d'État du 24 novembre 1965, si elle avait gardé en la forme les institutions démocratiques, en revanche, elle les avait vidées de leur contenu. Et la liberté de choix des candidats n'était pas non plus au rendez-vous lors du scrutin. Car non seulement les candidats aux législatives étaient finalement choisis par les grands électeurs, qui étaient les membres du bureau politique du mouvement populaire de la Révolution impaire, parti-État, mais aussi et surtout ne pouvaient être candidats à l'élection présidentielle que le président fondateur du MPR. Excédé, le mouvement rebelle réfugié en Angola, le Front pour la libération du Congo, FNLC, du général Nathaniel Mbom, mena 2 guerres successives contre le régime de Mobutu en 1977 et 1978, appelées guerre de Chaba, afin d'obtenir la démocratisation du régime, faute de les renverser. Les résultats furent, entre autres, la création du poste de Premier ministre et Pinga Kassenda fut nommé Premier ministre. Par ailleurs,
Les élections administratives de 1977 n'avaient pas connu la censure comme avant, ce qui donnait aux commissaires du peuple élu une réelle légitimité qui leur avait permis d'interpeller le premier commissaire d'État de l'époque, les commissaires d'État et les présidents délégués généraux. Certains d'entre ces députés iront plus loin en exigeant la démocratisation totale du régime à travers la fameuse lettre des 13 parlementaires. Et en date du 15 février 1982, ils vont créer un parti politique dénommé Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. De 1982 au 24 avril 1990, contestant le pouvoir de Mobutu, car n'ayant pas un fondement démocratique, mais plutôt la force, les premiers leaders de l'UDPS et leurs adhérents avaient subi des brimades de toutes sortes. Leur capacité de démontrer aux puissances mondiales que la débâcle économique du Zaïre était liée à la dictature avait poussé ces puissances à faire pression sur le pouvoir de Mobutu afin de prendre en compte leurs desiderata. C'est ainsi que les deux camps se réuniront discrètement à Gbadolité en 1987 pour conclure un accord en vertu duquel certains des leaders de l'UDPS, parti non reconnu, devaient réintégrer les institutions du impère parti-État. En revanche, la non-reconnaissance de l'UDPS par les pouvoirs de Mobutu, comme convenu, avait amené certains autres leaders à se rétracter pour lancer des actions, notamment un meeting au pont Kabu en 1987. Meeting dispersé brutalement et violemment avant qu'il ait commencé. J'étais témoin. La radicalisation de la lutte de l'UDPS avait coïncidé en 1989 avec le mouvement de la perestroïka et du glasnost, lancé en ex-URSS et dans le bloc des pays de l'Est par le tout dernier secrétaire général de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Et l'incidence de ces mouvements au Congo fut la démocratisation de la vie politique du pays par les discours du 24 avril 1990 prononcés par le maréchal Mobutu. Et ce fut la fin du parti État. De 1990 à 1997, d'abord 24 avril 1990 au 17 mai 1997, en prenant congé du impère, Mobutu avait perdu la petite légitimité qu'il avait, même par rapport à sa constitution. Il se rattrapa en créant une légitimité consensuelle à travers des dialogues et conclaves avec l'opposition. Mais le refus par Mobutu de se soumettre à l'ordre de la conférence nationale souveraine poussa la communauté internationale devant l'opportunité qui s'était présentée, c'est-à-dire le génocide rwandais de 1994 et l'arrivée du RPR à Kigali, à mettre
en place une rébellion conduite par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, qui bénéficia vite l'appui populaire et à moins de 7 mois, le pouvoir de Mobutu tomba le 17 mai 1997. De 1997 à 2006, contrairement aux buts pour lesquels il a été soutenu par la communauté internationale et même par la communauté nationale, Laurent Désiré Kabila fit les contraires en suspendant les activités des partis politiques. Privé de légitimité faute d'élection et face à la pression de la communauté internationale, Laurent Désiré Kabila chercha le soutien populaire en dissolvant l'AFDEL et en contraignant le personnel politico-militaire Tutsi qui l'avait accompagné de rentrer au Rwanda. Ce qui provoqua en 1999 la naissance des mouvements, des nouvelles rébellions à l'est et au nord du pays. Les refus de respecter scrupuleusement les accords de Lusaka qu'il avait signés sous pression sera à la base de son élimination physique le 16 janvier 2001. Succédant à Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila semblait être lié par un cahier de charges qui lui a été imposé par la communauté internationale pour mettre en œuvre le mécanisme du dialogue intercongolais, conformément aux accords de Lusaka de 1999, dont le résultat sont les gouvernements 1+4 et la constitution par voie référendaire. Vous comprendrez que le dialogue intercongolais d'Afrique du Sud est passé par là et ces dialogues a poussé ces gouvernements 1+4. Au terme de cette transition 1+4, les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales seront organisées. Apparaîtra alors l'élément nouveau des crises de légitimité que le Congo n'a jamais connu dans son histoire. La vérité des urnes qui se posa le 27 novembre 2006 avec la confirmation par la Cour suprême de la victoire contestée de Joseph Kabila au détriment de Jean-Pierre Bemba qui avait réellement été élu. De 2006 à 2018, contestée par la majorité, cette élection n'a jamais été validée. Voir la réaction à lui-même, vous vous en souviendrez et de cette phrase « J'ai accepté l'inacceptable ». Ça dit tout. En 2011, battu à plate couture par le président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, M. Kabila a été une fois de plus imposé par les forces extérieures avec le concours de l'armée et de la police congolaise. L'on se souviendra des chars de combat placés dans le point chaud de la capitale. Le pays est resté ingouvernable durant presque 4 ans. En 2016, c'était la fin du mandat usurpé. Mais Kabila a violé la Constitution.
Kabila a violé la Constitution. Il n'a pas voulu organiser des élections et était même prêt à réviser ou à changer la Constitution. N'eût été les combats que nous avons menés ensemble avec les forces acquises au changement, sauvons la RDC, la dynamique de l'opposition, le CLC, les mouvements citoyens, la CENCO et tant d'autres. En 2018, restant toujours dans sa logique de continuer à imposer son autorité sur le pays, Joseph Kabila organise sous pression interne et externe des élections dont lui-même était à la fois acteur à travers son dauphin et arbitre, à travers ses turiféraires de la commission électorale et de la Cour constitutionnelle. Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi. Il a fini par porter un masque qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi et à contrôler toutes les institutions de la République. Ce contre la volonté de la population exprimée massivement lors des élections du 30 décembre 2018. M. Kabila a exigé la fabrication des résultats pour nommer les députés provinciaux, nommer certains députés nationaux et nommer celui que vous connaissez. Dans sa publication sur la Cour constitutionnelle et la vérité des urnes, le professeur Jack Joly affirme, je cite, « Ainsi, après 3 cycles électoraux, malgré des millions de dollars dépensés, on assiste à la répétition des désillusions. On note en effet qu'après la publication des résultats, surtout de l'élection présidentielle, les princes de l'Église dénoncent ces espoirs perdus. Il rappelle en outre que le 13 novembre 2006, l'archevêque de Kinshasa d'alors, le cardinal Etchaou Nzambi, va déclarer sur les ondes de la radio France Internationale, je cite, « Moi comme pasteur, je n'accepte pas le mensonge. Malou Malou en tant qu'abbé ne peut cautionner les mensonges. Nous voulons par les urnes la paix. Nous voulons la paix. » Fin de citation. En 2011, quelques jours après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, dira sur les antennes de la RTBF que, je cite, « Des résultats rendus publics par la CENI le vendredi 9 décembre ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. »
En 2018, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, va à son tour déplorer sur les antennes de la Radio France Internationale que c'est clair, Martin Fayoulou et non Félix Tshisekedi, qu'au cours de la présidentielle du 30 décembre 2018, avait obtenu plus de 60% des suffrages. Chers camarades étudiants, je vous ai brossé ces rappels historiques, c'est très important, pour nous permettre de nous équiper, de vous équiper pour la suite. Parce que la suite, c'est surtout vos questions, vos commentaires, vos remarques, vos analyses et ce que vous allez amener après pour les réflexions. Pour les réflexions. Et c'est pour cela que je vais très rapidement introduire les causes et les effets de la crise de légitimité. Les principales causes de la crise de légitimité dans notre pays sont 1. Le non-respect de la volonté du peuple congolais. Sa souveraineté est bafouée. L'article 5 de notre Constitution qui consacre que la souveraineté appartient au peuple est bafoué. 2. Les mépris de l'intérêt général au profit des intérêts privés. Certains Congolais pensent que c'est les ventres d'abord. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils ne pensent pas au peuple. Ils sont prêts, s'il vous plaît, écoutez-moi, ils sont prêts à vendre leur pays. Ils n'ont aucun caractère, aucune personnalité. Ils n'ont aucun principe solide à défendre. Et c'est malheureux. Ils ne sont pas des hommes et des femmes de conviction. Et vous, étudiants, vous camarades étudiants, il faut changer cet état de choses. Vous devez avoir un caractère trempé. Que vous soyez compétents, que vous soyez aguerris, que vous ayez des compétences dont vous avez besoin, des aptitudes, et surtout que vous ayez du caractère. Troisième cause, les institutions du pays sont au service des individus. Regardez la commission électorale. Regardez la Cour des comptes. Vous avez une Assemblée nationale où on a nommé des gens pour servir des individus. Vous avez le Sénat. On a tout fait pour que le Sénat soit monocolore. Et voilà, les institutions au service des individus. Même le pouvoir judiciaire, totalement inacceptable. 4, enfin, la liste, vous pouvez continuer la liste, mais ce que je vous propose pour la réflexion. 4, enfin, les interférences étrangères. Les élections congolaises, à chaque fois, vous devez avoir des pays étrangers,
les présidents étrangers et les autres interférer, donner leur point de vue. Un pays ami, l'Afrique du Sud, vient d'avoir ses élections. Ça s'est passé comme ça s'est passé là-bas. Aucun Congolais n'est parti dire ces résultats-là, ce n'est pas les résultats obtenus ou les résultats du peuple. Aucun Congolais n'a influencé. Aucun. Mais chez nous, tout le monde pense qu'il a quelque chose à dire. Pourquoi? On le verra. On le verra. Et c'est ça les effets de la crise de légitimité. Quels sont ces effets et conséquences? Les différentes crises de légitimité en RDC ont maintenu notre pays dans une situation d'instabilité, de sous-développement, de malnutrition, d'insécurité et d'occupation partielle du pays. Parlant de malnutrition, il y a aujourd'hui 13 millions de Congolais qui vivent en état d'extrême pauvreté. 27 autres millions n'arrivent pas à manger, correctement, faisant au total 40 millions. 5 millions d'enfants ont des malformations, ne peuvent pas avoir une croissance normale parce que mal nourris. Et les parents ne peuvent pas s'occuper d'activités ou entreprendre des activités lucratives, des activités productives, simplement parce qu'ils doivent s'occuper de ces enfants. Parce qu'aucun parent ne peut abandonner son enfant. Ces différentes crises ont donné les conséquences suivantes. 1. Les pillages des ressources financières du pays et la pauvreté. Les ressources financières du pays sont redistribuées de manière inéquitable. Une minorité au pouvoir s'accapare de la part du lion, laissant une grande partie dans la pauvreté et même dans l'extrême pauvreté. 2. La non-redevabilité. Les nommés députés et autres issus des élections frauduleuses ne se voient pas obligés de rendre compte au peuple parce qu'ils savent qui les a nommés et à qui rendre compte. 3. Les conflits entre la recherche de la reconnaissance étrangère et la légitimité intérieure. Le pouvoir contesté de la RDC a toujours tendance à gaspiller les finances publiques à l'étranger pour trouver des soutiens et lobbying afin d'acquérir une légitimité internationale. C'est qui d'ailleurs réduit son implication dans les affaires intérieures du pays. 4. L'oppression politique et des velléités de division. Un régime sans légitimité cherche toujours à s'imposer, à prouver que c'est lui qui règne et ne tolère pas de critiques. Tout celui qui ose critiquer ou protester est soit molesté, emprisonné, contraint à l'exil ou simplement tué. Les exemples, je disais ceci, tout celui qui ose critiquer ou protester est soit molesté,
emprisonnés, contraints à l'exil ou simplement tués. Les exemples sont légion en RDC. Les charniers des Maluku. Vous avez totalement raison. Les charniers des Maluku. Les assassinats de Floribert Chebea, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Rossi Mukendi, Luc Nkulula, Thérèse Kapangala, Eric Bokoloko et tant d'autres. 5. L'instrumentalisation des velléités de divisions tribales et religieuses. On fomente des crises du type Bundudia Congo dans les Congo central, et Niélé dans l'Équateur, Kamwina Sapou au Kasaï, pour diviser les Congolais et désorienter leur attention. On cherche à évoquer les tribalismes, alors que l'unité et la cohésion nationale sont les grands acquis de la Deuxième République. 6. Blocage institutionnel et fragilisation du pays. La contestation de la légitimité fragilise l'efficacité de l'action du gouvernement. L'efficacité du gouvernement contestée lui enlève tout prestige du fait de la non-adhésion de la population. 7. L'État est incapable de remplir ses pouvoirs régaliens. Aujourd'hui, le pays connaît un grand nombre de déplacés intérieurs. Plus de 6 millions de femmes et de jeunes filles sont violées chaque jour. Le pays compte des millions d'exilés. Les armées étrangères se battent sur notre territoire, à Beni et dans les autres contrées du nord Kivu et du sud Kivu. Les tueries se font au nez et à la barbe des forces armées de la République. Avant-hier et avant-hier, on a encore tué à Beni. Et personne ne dit rien. Et c'est pour cela, j'avais dit dans mes 100 premières mesures que dès que je vais m'installer sur le fauteuil présidentiel, je vais transférer les camps militaires Kokolo de Kinshasa à Beni. L'épidémie d'Ebola au Nord Kivu et à Ituri, contre laquelle les régimes ne se montrent pas à y donner la riposte à la mesure du danger. Ebola a fait déjà plus de 2000 morts. 2000 morts. Ça devait être une priorité nationale, toute affaire cessante. Les ressources de la République, le temps nécessaire des citoyens congolais devrait être consacré à la riposte, à l'éradication d'Ebola. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on conditionne le peuple, on conditionne la population à être contre les équipes de riposte. Nous avons été avec mes collègues. S'il vous plaît. Nous avons été avec mes collègues à Butembo en février pour
porter secours à mon Seigneur Melchisedec, qui faisait un effort de sensibilisation presque seul pour faire comprendre à la population que ces virus existent, il faut l'éradiquer. Et je rends hommage au gouvernement de Grande-Bretagne pour tous les efforts qu'il entreprend. Madame la ministre britannique des Affaires étrangères chargée de la coopération était ici au Congo pour peu de jours, mais il a daigné se rendre à Butembo pour voir ce qui se passe et trouver les moyens nécessaires pour renforcer la riposte. Et c'est très important, chers frères et sœurs, chers camarades étudiants, Ebola n'est pas une fiction. Ebola n'est pas une fiction, il faut en parler tous les jours. Nous devons éradiquer ces virus. On a trompé le peuple en disant qu'on n'organise pas les élections ici avant de l'éradiquer. Et aujourd'hui, on voit les comportements fantaisistes, les comportements irresponsables de ces gens qui sont ennemis de la population. 8. Méfiance des investisseurs. Les investisseurs, comme l'argent, n'aiment pas un environnement de conflit. Ne dit-on pas que l'argent n'aime pas les désordres? Or, sans investisseurs, nationaux ou étrangers, aucun développement n'est possible. On ne vit pas que de l'aide internationale. Et Madame la ministre britannique au développement l'avait dit aussi. L'aide ne développe pas un pays. 9. Pillage des ressources naturelles. Les forces extérieures qui soutiennent les dictateurs, les tricheurs et les autorités non choisies par le peuple visent particulièrement nos ressources naturelles. Ils préfèrent placer à la tête du pays des gens qui ne comprennent pas grand-chose sur la gestion des ressources naturelles et qui sont capables de céder facilement les carrés miniers et les puits de pétrole pour garantir leur pouvoir usurpé. Nos ressources naturelles jouent un rôle déterminant dans l'émergence et l'entretien de la crise de légitimité. Le pillage des ressources accroît les risques de guerre et maintient le pays dans une situation d'instabilité politique et sécuritaire. Et c'est là de 5 manières ci-après. 1. Ou A. Financement des rebelles et des armes avec les ressources issues de l'exploitation inappropriée de nos ressources. B. Aggravation de la corruption de l'administration. C. Hausse des incitations à la sécession, voire même à la balkanisation et à la fragilisation du pays. Béni Butembo. Butembo, c'est une ville construite par les autochtones, par nos frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui se passe dans le Sud Kivu? Pourquoi on est en train de chasser les Congolais des villages du Sud Kivu, du Nord Kivu? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces programmes?
Vous êtes l'élite congolaise. Vous devez y réfléchir. Le Congo est devenu un no man's land. Le Congo a perdu sa place et son rôle, son influence dans la région, dans les continents et dans le monde. Le Congo d'autrefois, un pays de 2 345 000 km², extrêmement riche en ressources naturelles, avec plus de 85 millions d'habitants, ayant 9 voisins. Ce pays-là est presque ignoré par la communauté internationale. Alors que sous Mobutu, le Congo était les gendarmes de la région. Et aujourd'hui, il n'est nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? Votre réaction témoigne que vous avez compris quelque chose et que vous allez faire quelque chose. Merci. Sur le plan sociologique, les Congolais ont perdu toute confiance et ne croient plus aux élections comme mode d'accession au pouvoir. Ce qui se manifeste par des faibles taux, ce qui se manifestera demain par un faible taux de participation aux élections à venir. Nous ne pouvons pas tolérer cette situation. Et donc la solution pour nous, la solution n'est autre chose. La solution à cette crise de légitimité n'a qu'un seul nom. La solution à la crise de légitimité n'a qu'un seul nom. Vérité des urnes. Vérité des urnes. Répétez ça avec moi. Mettez-vous debout comme à l'école. Encore. Encore une fois. Une autre fois. Ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences? Une dernière fois. Oui, la crise de légitimité n'a qu'un seul nom, vérité des urnes. Merci, merci infiniment. Les élections libres, multipartistes, démocratiques, crédibles et transparentes doivent être la seule voie pour accéder au pouvoir. Le respect du suffrage exprimé par le peuple non seulement donne la légitimité aux gagnants, mais aussi et surtout lui fait bénéficier du prestige, de l'obéissance, du respect, voire de l'admiration de ceux qui n'avaient même pas voté pour lui. Les pays où le résultat des urnes n'ont pas été contesté le pays où le résultat des urnes n'ont pas été contestés devient fréquentable. Et vous connaissez les cas en Afrique. C'est pour cela le peuple dit
honorables députés, honorables sénateurs. Et quand vous dites honorable, vous voyez, c'est l'onction que le député a. Ce n'est pas une onction qui vient de lui, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne l'onction. Et celui qui n'a pas été voté par le peuple n'a pas cette onction. Ne dit-on pas ce que le peuple veut, Dieu veut. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide